Dernière séquence sur le cours dédié à la liberté. Nous voyons ici quelques sujets qui sont tombés au baccalauréat, trois sujets divers et variés parmi tous ceux qui existent et que vous êtes censés d'ailleurs découvrir en toute liberté bien sûr. La liberté comporte-t-elle des degrés? Il est peu de mots aussi ambigus que celui de liberté. Les peuples combattent pour leur liberté, les individus tolèrent difficilement les restrictions imposées à leurs libertés individuelles. On dit aussi, et par ailleurs, que la liberté conditionne l'acte moral, c'est-à-dire qu'un acte non libre n'est pas un acte responsable. Et l'on parle également d'animaux en liberté, ou en science, on évoque des échappements libres. L'absence de contrainte peut bien suffire pour caractériser, on le voit, les différentes formes de liberté, mais pose surtout le problème de l'intensité de la liberté, de sa densité, c'est-à-dire ce qui fait sa mesure et sa démesure. Établi comme un choix radical entre les possibles, entre le néant et l'action qui symbolise ma non-coïncidence avec les choses et le monde, le propre de la liberté n'est-il pas en effet de s'offrir comme un absolu, au sens latin du terme, absolvere, ce au-delà de quoi on ne peut pas remonter et qui serait un fondement ultime des êtres et des choses. Aspirer à être libre revient, semble-t-il, à souhaiter une liberté entière, une liberté universelle, c'est-à-dire indécomposable, indivisible, bref, authentique parce que monolithique, et à refuser les simulacres, les faux-semblants, la fausse monnaie illusoire de la liberté que constitueraient ces éventuels degrés. Voulons-nous alors la liberté sur le champ? La voulons-nous immédiatement? C'est la question. Ou ne sommes-nous pas amenés plutôt à ne pouvoir l'obtenir à la manière patiente de Descartes dans ses règles de la méthode, qu'en nous élevant, pour le citer, comme par degrés, ce degré qui intervient dans l'intitulé d'ailleurs, en allant, disait Descartes, des choses les plus simples jusqu'aux plus compliquées. Le paradoxe qui se met en place est ici le suivant, étant entendu, selon l'expression du Rousseau de la Nouvelle Héloïse, que l'on jouit moins de ce qu'on possède que de ce qu'on espère, une liberté dont nous différons constamment l'absoluité et l'universalité, le fait que tous soient tournés vers un seul de ses côtés, unus versari en latin, au lieu d'être arrêtés peut-être à ses premiers degrés, est-elle réellement encore une liberté? Voilà la question qu'il faut affronter. Notre liberté augmente-t-elle avec le savoir? Si nous avons la possibilité d'effectuer des libres choix entre diverses options, un savoir ne pourra éclairer que le contenu des options, mais en soi notre liberté demeurera la même. À un certain niveau, si une option se révèle par le savoir qu'on en a plus profitable qu'une autre, la question du choix ne se posera pas, puisqu'il s'agira de suivre ce qui est préférable. En fait, la question du libre choix se pose quand, précisément, le savoir ne nous permet pas de juger une option préférable à une autre. Dans la perspective du libre arbitre, plus il y a de savoir, moins on sera confronté à la nécessité de choisir arbitrairement, et donc plus le savoir augmente concernant nos options, moins notre libre arbitre s'exercera. Toutefois, de nombreuses réflexions, philosophiques et scientifiques, mettent en cause l'idée d'un libre choix. Nos choix, en effet, seraient toujours secrètement déterminés par des forces inconscientes. On peut penser à ce qu'en disent Freud ou Marx. Dès lors, nos préférences, en apparence, les plus arbitraires, sont les plus inconscientes, tandis que les préférences éclairées par un savoir réfléchi sont les plus conscientes et donc les plus libres. En effet, être déterminé consciemment revient à s'auto-déterminer, tandis qu'être déterminé inconsciemment revient à être le jouet de forces occultes que nous ne percevons pas. Puis-je être libre malgré le déterminisme? Selon la théorie de l'inconscient freudien, tout ce que nous faisons, tout ce que nous disons, et même tout ce que nous sommes, est profondément lié à ce que nous avons fait ou subi dans notre enfance. L'enfant, dira Freud, en ce sens est le père de l'adulte. Par conséquent, notre passé est déterminant en ce qu'il est la cause de nos actes ou de nos dires, de nos pensées jusqu'à nos rêves d'ailleurs. En ce sens, nous ne sommes donc pas libres, nous ne sommes pas les maîtres absolus de nos actes ni de nous-mêmes. Il semble que le déterminisme ici à l'œuvre soit un obstacle à la liberté et qu'il fasse de celle-ci une illusion véritable. Si cela est vrai,
nous disons bien si, alors nous ne sommes jamais responsables de nos actes. Je n'ai pas, moi-même, en mon âme et conscience, voulu faire cela. J'y ai été poussé, dira Alain dans ses éléments de philosophie, pour critiquer d'ailleurs la place de cet inconscient freudien, j'y ai été poussé par une force obscure, celle de mon inconscient, c'est mon père qui s'exprimerait à travers moi, dit-il. Il semble donc important d'essayer d'accorder ces termes, apparemment contradictoires dans le sujet, de liberté d'une part et de déterminisme dans l'autre, sinon plus personne n'est responsable de rien. D'autant plus que le déterminisme à l'œuvre dans l'inconscient, si on y regarde de plus près, n'est pas le seul. N'y a-t-il pas aussi un déterminisme non culturel ou historique, mais naturel par exemple? Mais si l'on est ainsi, ne devons-nous pas alors revoir même notre notion de liberté, dont nous voulons souvent en effet qu'elle soit absolue? Comment la monnayer? Est-ce possible? Est-ce envisageable? C'est un des sens du sujet. La notion elle-même de déterminisme est-elle d'ailleurs un absolu qui serait complètement rigide? N'y a-t-il pas un déterminisme que l'on pourrait penser en termes plus souples, par exemple comme une influence? Voilà une des directions dans lesquelles peut s'orienter la copie. L'erreur à ne pas commettre quand on aborde le thème de la liberté est précisément de confondre la liberté avec l'indépendance, d'en rester à un sens naïf de cette liberté comme étant le fait de faire tout ce qu'on veut, comme on veut, quand on peut, en opposant à cette liberté d'emblée, par exemple, le règne de la loi sociopolitique qui vaudrait comme une contrainte et qui nuirait à cette liberté. C'est se méprendre sur le sens de l'autonomie qui suppose au contraire qu'on soit capable de se soumettre à une loi qu'on s'est donnée à soi-même et qu'on juge digne d'être respectée, ce qui est la garantie de sa valeur universelle et éthique. On peut rappeler d'ailleurs à ce propos que beaucoup d'élèves se méprennent sur le sens du mot « obligation » dont ils occultent le sens philosophique. Ils prennent comme synonyme, à cause de la langue courante, de la doxa, l'opinion publique en grec, être obligé et être contraint. Et il faut rappeler que la contrainte est une force extérieure qui se pose à nous, qui s'impose à nous, tandis que l'obligation, étymologiquement, c'est le fait de contracter une dette envers soi-même, c'est le fait de se poser un lien face à soi qu'on veut honorer, obligare en latin. Alors une idée intéressante à exploiter concernant la thématique de la liberté, c'est le statut d'Antigone, puisque à la fois c'est évidemment un renvoi à la tragédie grecque sous la plume de Sophocle, c'est repris en littérature par l'Antigone de 1943 de Jean-Jacques Anouilh, avec une réinterprétation liée au contexte de la Seconde Guerre mondiale, de la collaboration, qui nous renvoie à des choses assez proches. Et puis il y a la reprise, le commentaire de cette séquence d'Antigone sous la plume fort philosophique de Hegel dans la phénoménologie de l'esprit. Donc on a là une transdisciplinarité, dirais-je, qui est évidemment tout à fait intéressante et stimulante à interroger. Antigone incarne l'opposition d'une singularité éthique face à la généralité légale de la loi, représentée par celui qui est à la fois le roi de Thèbes, mais qui est aussi son oncle, Créon. Et on voit bien que dans cette confrontation entre l'oncle et la nièce, ce qui se joue, c'est aussi le statut, la stature de la femme prétendant à la liberté, longtemps avant évidemment le déploiement de tout féminisme de bonne loi, face non pas à une rigueur machiste d'ailleurs, mais à une représentation de la virilité et de l'homme propre aux Grecs, les Grecs dont Hegel rappelle à bon escient d'ailleurs, sertis dans cette belle totalité grecque, qui n'ont pas su aménager une place à la différence, à la singularité, au rôle de la femme ou de l'enfant ou de l'esclave, et qu'il faudra attendre pour cela le droit romain, puis l'ancien régime français. Alors la réflexion sur la liberté est d'une actualité indéniable, ne serait-ce que parce qu'en définitive, elle nous implique nous-mêmes dans notre propre rapport à l'épreuve qu'est la philosophie. On peut penser l'épreuve d'ailleurs comme l'épreuve du baccalauréat académique et administrative, mais aussi la rencontre entre une subjectivité donnée, consciente, et puis un corpus d'auteurs ou de textes qui peuvent paraître d'ailleurs éprouvants. Mais on voit bien que c'est la liberté de chacun qui est en jeu et qui est en scène dans la confrontation à ces textes de la tradition philosophique. Nous sommes des êtres de la liberté métaphysique, nous sommes des êtres de la liberté morale, certes, mais qu'en est-il concrètement? Qu'en est-il dans la liberté de fait, pour parler comme Montesquieu? Qu'advient-il de cette prétention à l'universalité des droits de l'homme face à la réduction de certains droits dans la liberté politique? On a là un terrain extraordinaire à interroger, que nous vivons tous les jours, mais peut-être sans nous en rendre compte. C'est l'occasion, grâce à la pensée philosophique, de faire un repli sur soi et d'interroger ce que nous ne questionnons pas, cette prétendue liberté.